Je suis originaire d'une famille, pour famille bourgeoise en fait, de Montréal, de l'ouest de la ville de Montréal. Et mon père était avocat, ma mère était femme au foyer, mais, comme à l'époque, mais qui était fille de médecin et qui, bon, mes parents étaient originaires de Montréal aussi, donc c'est milieu urbain. Et je me souviens d'ailleurs, par exemple, mon fils qui écrit et qui a demandé un article sur l'identité québécoise, puis il dit, on dit les Québécois, c'est des descendants de paysans, mais il dit, moi, quand je regarde mon ascendance, je vois pas beaucoup de paysans. Il dit, s'il y en a, c'est peut-être plutôt du côté de ma mère, qui aurait cultivé des rizières au Vietnam. ma, ma conjointe, mon épouse est vietnamienne. Mais c'est vraiment, je pense, qu'on peut appeler la famille où les études, bien sûr, universitaires étaient quasi obligatoires. Ça allait de soi que j'irais à l'université. Ma formation à l'époque, ça je parle, je suis né en 1945, donc dans les fins des années 50, début des années 60, c'était encore le cours classique qui était la voie favorite pour la voie la plus appréciée pour les études secondaires. C'était pas tout le monde, bien sûr, qui pouvait le faire parce que c'était les collèges classiques, c'était des institutions privées. Mais dans le cours classique, c'était une formation qui était basée sur ce qu'on appelait les humanités, c'est-à-dire les langues en particulier, les langues classiques, le latin, le grec, la philosophie, la littérature, etc. Beaucoup plus que les sciences. On avait un peu de sciences, mais assez peu. Et ça a été un peu ma formation. Ce cours classique je l'ai fait chez les Jésuites, au Collège Sainte-Marie, à Montréal. Euh, bon, bien sûr, c'est intéressant. Alors, les Jésuites ont beaucoup fait jaser euh, à propos de leur façon de faire, mais effectivement, bon, plusieurs idées qu'ils essayaient de nous enseigner. Elles n'ont pas été toutes adoptées, bien sûr, mais ce qu'on peut leur donner, c'est que leur méthode d'enseignement était excellente. C'est-à-dire, j'ai appris, quand je suis sorti du collège pour entrer à l'université, j'étais capable de faire des travaux de niveau universitaire. Les derniers travaux que j'ai faits dans mes dernières années au collège classique, c'était vraiment des travaux de recherche. Je me souviens d'un travail que j'avais fait sur le mythe d'Orphée, mythe grec d'Orphée, où j'avais essayé de démontrer que le mythe d'Orphée était un chaman. Le mythe d'Orphée, c'était un mythe c'était une histoire chamanique. Orphée qui descend aux enfers pour en faire sortir l'âme de sa femme Eurydice qui est décédée, etc. Bon, c'est vraiment une histoire chamanique et j'essaie de donner un peu à la fois une explication historique en disant que oui, le mythe d'Orphée serait né dans le nord de la Grèce et une région où, selon les anciens, il y avait euh, des cérémonies de contact avec les esprits, donc où il y aurait eu un chamanisme ancien, indo-européen, qui serait exprimé, entre autres, dans ce mythe d'Orphée. Et j'essaie de montrer aussi le chamanisme, oui, c'est une forme de pensée, une forme de rapport avec l'au-delà, avec le monde autre, qu'on retrouve en Europe, en Asie, donc en Eurasie, et aussi, c'était mon hypothèse à l'époque, mais qui était basée sur peut-être pas grand-chose, mais que historiquement, le chamanisme se serait répandu dans les Amériques avec les migrations amérindiennes et inuites vers les Amériques et en Océanie avec les migrations malayo-polynésiennes vers les îles en particulier de Polynésie. Donc, cette formation de cours classique m'a donné peut-être un peu le goût des langues. Je l'ai dit, j'ai fait 6 ans de latin.
Normalement, on faisait 4 ans de grec. Moi, j'en ai fait 4 ans de 4 ou 5 ans de grec. Moi, j'en ai fait 6 parce que 6 ou 7 même. Parce que à la fin de mon cours classique, les dernières années, j'ai pris un cours optionnel de grec où on traduisait les travaux de Platon, puis on analysait. Donc, c'était vraiment quelque chose de... euh, c'était une formation où on on nous intéressait aux langues. Et moi, j'étais particulièrement intéressé par ça, donc ça m'a peut-être donné le goût de la langue, de connaître disons, les expressions linguistiques, sémantiques, etc. Donc, travailler au niveau de la pensée, du symbolisme, de son expression, plus que, euh, de travailler sur le plan des faits, de l'économie, de la science, etc. Ce qui fait que quand je suis arrivé à la fin de mon cours classique, j'étais rendu là, peut-être en 1963, je ne savais pas trop quoi faire. Je pense que j'aurais aimé continuer pour une bonne partie de ma vie ces études-là, mais quand je me disais, oui, il faut entrer à l'université, qu'est-ce que je vais étudier à l'université? Euh, je savais ce qui ne m'intéressait pas, c'était à peu près tout. Je veux dire, mon père, bien sûr, qui était avocat, et le fils, mon grand-père était avocat, et lui-même, mon grand-père avait épousé la fille d'un avocat. Donc, mon père aurait bien aimé, il avait une étude cabinet d'avocat à Montréal, il aurait sans doute aimé que je continue dans son domaine, mais ça, j'apprécie de sa part, il n'a jamais fait de pression sur moi pour que je le fasse. Mais moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, le droit, ça me disait absolument rien. Et, euh, et ce qui est intéressant encore aujourd'hui, c'est ma fille qui continue la tradition. Ma fille est devenue avocate, donc il y a une transmission de la tradition. Je me dis, mon père, c'est quelque part, il doit être content de voir que sa petite fille est continue la tradition d'avocat. Mais je me dis, moi, ça ne m'intéressait pas. La médecine, ma mère venait d'une famille de médecins, encore moins que le droit. Tout ce qui était sérieux, j'étais à peu près nul en mathématiques, donc ingénieur, tout ça, ça ne m'intéressait pas non plus. Donc, je me demandais, j'avais pensé quand j'étais, ça c'était amusant, toute ma jeunesse, j'avais pensé devenir prêtre. Dans ma famille, à l'époque, dans les familles québécoises, il fallait qu'il y ait un prêtre dans chaque famille. Et ma grand-mère paternelle, elle, avait un peu de remords parce que parmi ses enfants, où personne n'était devenu prêtre, et donc elle espérait un peu que je serais parmi ses petits-enfants celui qui deviendrait prêtre. Et effectivement, j'ai grandi un peu dans cette optique-là que je deviendrais prêtre. J'étais même convaincu que je deviendrais le premier pape nord-américain. J'avais calculé un peu vers le début du 21e siècle. Mais malheureusement, l'an dernier, il y a un Argentin qui m'a damé le pion comme premier pape américain, originaire des Amériques, donc j'ai manqué ma chance. Et de toute façon, quand j'ai atteint la puberté, je me suis dit qu'un métier de pape ou de prêtre ou de pape éventuellement qui me condamnerait au célibat, c'était pas très intéressant. Donc à ce moment-là, j'ai abandonné cette idée de devenir prêtre. Mais ceci dit, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas. Et je m'étais un peu enfin, j'avais faute de mieux, je me suis dit, je vais faire des études universitaires en langue classique, latin et grec. Alors, ça me permettait de continuer dans la même ligne. Heureusement que je ne l'ai pas fait parce que 1 ou 2 ans après la fin de mes études, il y a eu une réforme de l'éducation au Québec. Les collèges classiques ont été remplacés par des écoles secondaires et en particulier l'enseignement du grec et du latin est tombé à peu près complètement. Donc, si j'avais fait ça, je me serais peut-être retrouvé au chômage où j'aurais eu du mal à trouver de l'emploi. Donc, quoi qu'il en soit, en été 1963, je pense, j'allais
commencé ma dernière année de cours classiques, ce qu'on appelait la philo 2, deuxième année de philosophie. Euh, je marchais sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, au centre-ville de Montréal, et tout à coup, j'entre, je vois une librairie. J'aimais bien sûr, j'aimais lire énormément. J'entre dans cette librairie, c'était une librairie du gouvernement du Canada. Je ne sais pas pourquoi, et je regardais, il y avait toutes sortes de choses relativement peu intéressantes, des rapports sur toutes sortes de commissions d'enquête canadiennes, mais à un moment donné, je vois sur une tablette un livre qui s'appelle Description de la culture de l'île verte. Et je ne sais pas, c'est peut-être le destin ou quoi, le hasard qui fait que c'est un titre pourtant qui voulait rien dire pour moi. Peut-être parce qu'il était question d'une île, j'aimais bien les îles, peut-être parce que j'ai passé toute ma jeunesse à Montréal, qui est une île. Il y a des gens qui disaient que les gens de Montréal sont des insulaires. Mais j'ai pris ces livres-là et je l'ai entrouvert. C'était par un monsieur Marcel Rioux, qui était un sociologue, professeur au département de sociologie à l'Université de Montréal, mais qui avait fait de l'anthropologie aussi. C'était le gendre de Marius Barbeau, le premier anthropologue québécois francophone ou canadien francophone, diplômé, etc. Et j'ouvre le livre et je vois qu'il raconte que, oui, il avait fait des séjours, il appelle ça des séjours de terrain, à l'île verte, qui est cette petite île dans le Bas-Saint-Laurent, et où il y a une population qui, il y a encore aujourd'hui, c'est une île où il y a encore des gens qui l'habitent en permanence, population qui vivait là, et qui étaient des agriculteurs, surtout à l'époque, un peu de pêche, et il racontait surtout comment vivaient ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était quoi les relations sociales, la parenté, leurs activités, etc. Et j'ai eu comme une espèce de coup de foudre. En regardant ça, j'ai dit, c'est intéressant. Qu'est-ce que... bon, on peut, comme ça, passer sa vie, comme Marcel Rioux semble le faire, à aller rencontrer des gens, les faire parler sur leur mode de vie, et puis ensuite écrire, rendre par écrit ce que ces gens-là nous ont raconté. Et j'aimais beaucoup écrire aussi. Une autre de mes ambitions quand j'étais enfant, c'était de devenir écrivain. Et je dis, c'est un coup de foudre, il dit, c'est ça que j'aimerais faire. Et dans son livre, il expliquait que c'était de l'anthropologie. Donc, je me suis dit, c'est ça que je vais étudier à l'université. J'avais déjà entendu le mot anthropologie une ou deux fois, mais je ne savais pas trop ce que c'était. J'avais plutôt l'impression que c'était des études théoriques sur l'histoire de l'humanité, les migrations indo-européennes, ce genre de choses-là, mais j'en savais pas plus. Donc, je me suis dit, je vais devenir anthropologue. J'ai acheté le livre. Malheureusement, je l'ai prêté à quelqu'un à un moment donné, puis je ne l'ai plus jamais revu. Mais j'ai acheté le livre et en rentrant à la maison, je me souviens avoir dit à mon père, regarde papa, j'ai acheté ce livre-là et description de la culture de l'île verte. Et mon père m'a dit, mais je ne savais pas que tu t'intéressais à l'agriculture. Il m'a dit, non, c'est pas ça. Culture, qui était aussi un terme nouveau pour moi, culture au sens anthropologique, c'est le système les pratiques et les représentations d'un groupe humain particulier. Il dit, c'est ça que ça m'intéresse de faire et c'est de l'anthropologie. Et là, j'ai commencé à m'informer, bien sûr, où est-ce qu'on étudie l'anthropologie. Je ne savais pas, même si je voyais j'ai regardé à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, bien sûr, mais il y avait à la bibliothèque du collège Sainte-Marie où j'étudiais, il y avait des catalogues, des programmes de cours de diverses universités. J'ai commencé à regarder. Ces catalogues-là étaient recueils de programmes de cours, c'était par faculté. Donc, anthropologie, dans quelle faculté est-ce que c'est enseigné? J'avais aucune idée. Ça m'a pris un certain temps de découvrir que oui, au Québec, là, je regardais les trucs en français. Il y avait donc l'Université McGill de Montréal, université anglophone, j'y pensais même pas. Donc, il y avait deux endroits au Québec où ça s'enseignait. Il y avait à l'Université de Montréal,
où il y avait un département d'anthropologie qui était tout nouveau, qui avait été fondé en 1960. Et à Québec, il y avait à ce moment-là, j'avais pas, il y avait, non, peut-être qu'il n'y avait pas encore il n'y avait pas de département d'anthropologie, bien sûr, mais il n'y avait pas, je pense, de programme d'anthropologie à l'intérieur du département de sociologie. À Québec, à Laval, j'avais regardé, à l'Université Laval, il y avait un certificat en arts et traditions populaires, ce qu'ils appelaient à l'époque études de folklore. Et à ce moment-là, ça m'intéressait aussi, parce que je m'intéressais aussi à la culture populaire québécoise. Mais le problème à Québec, c'est que d'une part, ce certificat, c'était pas un baccalauréat, c'est une licence, c'était un certificat, donc il fallait faire 3 autres certificats pour avoir, à l'époque, ce qu'on appelait une licence, bon, comme en France ou en Europe, mais qui était l'équivalent d'un bac aujourd'hui. Donc, il fallait faire, donc à part de ce certificat en arts et traditions populaires qui m'intéressait, ben, il aurait fallu que je fasse un autre certificat, soit en histoire, en littérature, en géographie, etc. Ce qui aurait pu être intéressant, bien sûr, mais moi, ce que je voulais faire, c'est de l'anthropologie. Donc, ceci dit, je me suis plutôt inscrit à l'Université de Montréal, ce qui était plus pratique aussi, bien sûr, parce que j'habitais à 20 minutes en autobus de l'université. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me préparer, à penser à ça, à ce que je ferais. J'ai essayé de faire un choix de cours en dernière année de du collège classique, pardon, qui avait des connotations anthropologiques jusqu'à un certain point. Et j'ai été admis à l'Université de Montréal et je suis entré là-bas en département d'anthropologie de Montréal en septembre 1964. Et à ce moment-là, ce qui était intéressant, le cours, le baccalauréat en anthropologie, c'était eux appelaient déjà ça baccalauréat. Le baccalauréat en anthropologie prenait normalement 3 ans, mais les gens qui sortaient du cours classique ne faisaient que 2 ans, parce qu'on considérait que en nombre d'années de scolarité, ben, quand on sortait après 8 ans de cours classique, on avait l'équivalent, en fait, d'une première année d'université. Donc, à ce moment-là, on ne faisait que 2 ans, alors que les gens il y avait à côté du cours classique, bien sûr, un cours secondaire public qui durait moins longtemps. Eux devaient faire 3 ans et, je pense, une première année aussi de ce qu'ils appelaient de propédeutique, c'est-à-dire de cours généraux qui les mettaient un peu au cours de philosophie, de français, qui les remettaient un peu au niveau des gens du cours classique. Donc, j'entre à l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, à ce moment-là, j'ai dit, c'était tout nouveau, 1960. Ça avait été fondé par Guy Dubreuil, qui était un psychologue social, qui s'intéressait à la psychologie culturelle, etc., et qui avait commencé à faire des recherches sur la maladie mentale en Martinique ou en Guadeloupe, ou les deux. Et qui avait fait venir Jean Benoît, qui était un médecin français, mais qui faisait de l'anthropologie physique. Ils avaient trouvé d'autres professeurs. C'est intéressant parce que le département était assez international. Il y avait un professeur Boisvin, Jérémy Boisvin, qui était un anthropologue physique, je pense aussi, ou un archéologue, c'est pas. Gordon Lowther, qui était un archéologue, qui était britannique. Boisvin était britannique aussi. Hassen Balixi, qui était peut-être un des plus intéressants, à mon avis, pour moi, dans le corps professoral, qui était un Bulgare de Turquie qui avait immigré en Suisse et qui était venu ensuite au Canada, où il avait fait un doctorat aux États-Unis. Donc, c'est un type un peu international qui aimait toujours nous dire, vous savez, quand j'ai quitté la Turquie, j'avais fui l'armée turque. En fait, c'est pas fui l'armée turque, mais il ne voulait pas faire son service militaire en Turquie. Donc, il avait déménagé, je pense, avec sa famille d'ailleurs. J'étais un déserteur de l'armée turque, mais il était sorti de la Turquie. Il avait immigré en Suisse et au Canada ensuite.
mais qui avait travaillé chez les Inuits, travaillait encore, je pense, c'était un peu sur la fin de ses travaux sur les Inuits. Et on commençait à cette époque-là à avoir, quand je suis entré en 64, il y a eu, je pense, les deux premiers professeurs locaux, enfin à part Dubreuil, mais qui n'étaient pas anthropologues, les deux premiers anthropologues québécois francophones nés au Québec, qui étaient... non, il y en avait trois, en fait. Il y avait... Lionel Vallée, qui était un spécialiste de l'Amérique latine, qui avait fait, je pense, des études à Cornell, etc., d'anthropologue, doctorat de Cornell. Il y avait Gabriel Gagnon, qui était un spécialiste des coopératives, etc., qui était plus sociologue et qui a fini par aller au département de sociologie parce que il était un peu de gauche et à cette époque-là, le corps professoral de l'Université de Montréal acceptait pas ça. Et il y avait Rémi Savard, qui revenait de Paris, qui venait d'avoir un doctorat de troisième cycle où il avait fait une analyse structurale de la mythologie groenlandaise, nord-groenlandaise, et qui, lui, venait d'être engagé aussi comme professeur, qui, lui aussi, a eu des problèmes, parce qu'on trouvait aussi à l'époque que les profs qui étaient là trouvaient que le structuralisme, c'était une théorie complètement farfelue et ça allait pas. Je me souviens à l'époque aussi, le corps professoral était très méchant. Moi, ce que je me dis, la différence entre mes professeurs à l'Université de Montréal et mes collègues quand je suis arrivé à Laval ici, c'est qu'à Montréal, ils étaient méchants. Ils se faisaient des mauvais coups les uns les autres. Et ils avaient, je me souviens, à un moment donné, ils avaient organisé, je pense, ils avaient organisé un séminaire pour les profs et les étudiants, enfin, un séminaire d'une après-midi, où ils avaient invité Rémi Savard à exposer ce qu'était le structuralisme, et où ensuite tous les profs, Jean-Benoît en premier, avait démontré que le structuralisme ne reposait sur rien. Et Jean-Benoît avait pris un exemple complètement farfelu. Il avait fait une espèce de fausse analyse structurale pour démontrer que le rapport, je sais pas quoi, entre la taille des individus et leur choix politique, c'était lié et on pouvait analyser ça de façon structurale. Donc, pour démontrer que le structuralisme ne reposait sur rien. Ça vous donne un peu une idée de l'atmosphère. Mais ceci dit, le programme était intéressant. Je me suis toujours demandé, en 2 ans de premier cycle en anthropologie, on voyait les 4 sous-disciplines de l'anthropologie. On avait des cours d'introduction en anthropologie physique, archéologie et préhistoire, linguistique et ethno-linguistique, et puis bien sûr anthropologie sociale et culturelle. Et dans ce dernier domaine, avec des choses assez... des cours dans les différentes anthropologies de l'économique, du religieux, parenté, etc. Des cours de méthodologie de la recherche. Et aussi, en plus de ça, des cours d'introduction à la sociologie, à la démographie, aux statistiques, je pense, etc. Donc, c'est un programme assez complet, ceci en 2 ans. Et je ne pense pas qu'on avait plus de cours qu'on en a aujourd'hui, 5 cours par semaine, 10 cours par année en principe. Donc, on a eu cette formation-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme j'ai dit, c'est 2 ans. Et à l'époque, quand on entrait en anthropologie, tout le monde visait la maîtrise. Il n'était pas question, le bac était considéré comme un diplôme intermédiaire, mais c'était nécessaire administrativement pour passer à la maîtrise, mais personne n'arrêtait au bac. Quand on entrait en anthropologie, c'était pour faire une maîtrise. Ce qui veut dire qu'on encourageait les gens à partir sur le terrain dès la fin de leur première année de baccalauréat en anthropologie. Et puis, généralement, ils retournaient sur le terrain après leur 2e année pour compléter ou leur donner ou recueillir des données plus adaptés à un sujet de maîtrise qu'ils avaient bien défini à ce moment-là. Et puis ensuite, la 3e année, c'était l'année de scolarité de maîtrise, où c'était surtout des séminaires où il y avait un certain
certains choix de cours, ce qui n'était pas le cas dans les 2 années de premier cycle où il n'y avait pas d'option dans les cours, mais là, au troisième année, il y en avait à la maîtrise. Et puis, à la fin de l'été qui suivait la fin de l'année de la troisième année, année de maîtrise, on rédigeait notre mémoire de maîtrise qu'on déposait en septembre. Donc, c'était de septembre, et moi, c'est ce que j'ai fait, là, comme tout le monde, de septembre 64 à septembre 67, ben, j'ai fait mon premier cycle, ma maîtrise, écrit mon mémoire et déposé mon mémoire en septembre 67. Ce qui veut dire que, bon, fin de, fin de la première année, fin de l'année 64, non, fin 64-65, je voulais aller sur le terrain. J'étais prêt à aller n'importe où. Moi, ce que je voulais, c'était connaître des populations différentes de la mienne. J'avais aucun choix préliminaire. Beaucoup de profs travaillaient dans les Antilles françaises, Martinique, Guadeloupe. Ça, j'aurais aimé. Ça avait l'air intéressant comme terrain. Mais bon, n'importe où faisait. Et on a, au cours de l'hiver, fin de l'hiver 64 ou 65 probablement, on a une subvention pour envoyer 3 étudiants chez les Inuits, dans le nord du Québec. Moi, les Inuits m'intéressaient peu. Vous connaissez, on les appelait les Esquimaux à l'époque. Tout le monde connaissait les Esquimaux, mais ce que j'avais lu sur eux, en particulier un livre d'un missionnaire qui s'appelait le père Bulliard, Roger Bulliard, qui s'appelait Inuk au dos de la terre, où il montrait que les Inuits étaient des gens sales qui pouvaient se tuer les uns les autres juste pour le plaisir. En tout cas, c'était complètement délirant. Ça m'intéressait peu, mais quand même, bon, pourquoi pas les Inuits? Donc, j'ai donné mon nom et à la fin, j'ai appris, en fait, au printemps 65, que j'étais choisi dans l'équipe de 3 étudiants et que je partirais 3 semaines plus tard, je pense, pour le Nunavik, pour le nord du Québec.